Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Entre deux News. Aujourd'hui, nous analysons des actualités d'une importance capitale pour l'avenir politique et sécuritaire de la Côte d'Ivoire. D'une part, l'inscription de notre pays, la Côte d'Ivoire, sur la liste grise du groupe d'action financière GAFI pour blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, un signal alarmant quant à la crédibilité de nos systèmes financiers et à notre lutte contre le crime organisé. Et puis, dans la seconde partie de cette émission, la récente candidature annoncée de Jean-Luc Billon au PDCI RDA à la présidentielle ivoirienne, un choix qui suscite des interrogations et pourrait influencer profondément l'équilibre de ce grand parti historique, voire le paysage politique ivoirien dans son ensemble. Et pour explorer ce thème, nous avons sur ce plateau Eric Béala, journaliste analyste, bonsoir. Bonsoir Sidik. Et Thomas Guessambi, analyste, bonsoir. Bonsoir Sidik. Tout de suite, première question, Thomas Guessambi. C'est une question que nos téléspectateurs aimeraient bien sûr savoir. Quels sont les critères utilisés par le GAFI pour inscrire un pays sur sa liste grise? Ce qu'il faut d'abord peut-être savoir, c'est la définition du GAFI, qui est le groupe d'action financière créé, on va dire, à la fin des années 80. Donc, est-ce que cela avait une importance ou une explication avec la fin de la guerre froide et puis le changement sur la scène internationale? Mais toujours est-il qu'il est apparu dans le système financier mondial de faire une nette distinction entre ce qui est avoir licite, ce qui est avoir légal en matière de finances et les avoirs qui proviendraient ou qui proviennent de la criminalité, qui peut être la drogue et toutes sortes de traites sur la personne humaine. Et donc, cette organisation qui avait commencé avec des grands pays, on a parlé de G7, jusqu'à ce qu'il y ait une ouverture pour un plus grand nombre de pays, avait pour but de regarder toutes ces transactions à l'international pour voir effectivement si le crime ne prospérait pas dans sa dimension financière. Alors donc, il y a des pays qui sont sur la liste blanche, qui sont l'ensemble des pays qui respectent tout ce qui est réglementation en la matière, qui ont une législation qui montre clairement qu'il y a une volonté et il y a des actions qui accompagnent cette volonté-là dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Et il y a l'intermédiaire entre la liste blanche et la liste noire qui est la liste grise. Ça veut dire que les pays qui se retrouvent sur cette liste-là ont besoin de faire un effort, sinon ils seront blacklistés. Et donc quand on est sur cette liste-là, ça veut dire qu'il y a des soupçons. Il y a des soupçons en matière de blanchiment d'argent. Ça peut vouloir dire aussi qu'on s'est sans doute donné des textes. Il y a des législations en la matière, mais le tout n'est pas seulement qu'avoir de la législation. Est-ce qu'il y a des actions qui accompagnent et qui traduisent ces législations-là dans les faits de tous les jours? Bien, avant, est-ce que la Côte d'Ivoire était sur la liste blanche ou la liste noire? Elle était sur la liste blanche avant de passer sur la liste grise. Mais tout est dynamique. Je veux dire qu'il y a la frontière dans la vie des nations comme des hommes qui bougent. Il faut dire que quand des pays doivent faire face, par exemple, à de la criminalité, l'extrémisme violent, il va sans dire que bien souvent, on est très regardant sur tout ce qui est trafic financier. Et si vous prenez par exemple les pays qui sont sur la liste noire, ce sont les pays qui sont en proie au terrorisme, comme le Burkina, comme le Mali, il y a, je pense, l'Algérie, il y a le Cameroun, et il y a des pays qui sont sur la liste blanche, qui ont fait preuve de bons élèves, mais qui, à un certain moment, sont en train de connaître une sorte de défaillance qu'il faut traiter rapidement pour qu'ils reviennent sur la position de liste blanche. Bien, Eric Béala, vous avez des compléments d'information sur la liste grise du GAFI? Ce que je veux dire en ce qui concerne cette liste, je pense que la situation n'est pas aussi alarmante qu'on pourrait le croire. Parce que quand on regarde
le dynamisme de l'économie ivoirienne. Et quand on voit la position, sinon l'embellie économique de la Côte d'Ivoire, cela suscite des regards extérieurs. Et donc ça fait que les gens cherchent à comprendre, pour voir comment est-ce que cette économie se porte. Et l'État de Côte d'Ivoire qui a déjà compris que lorsque on a une économie qui se porte mieux, il y a également des personnes véreuses qui tenteraient de profiter de cette économie par des moyens déloyaux et donc ils emploient des méthodes qui ne sont vraiment pas catholiques. C'est pour ça que l'État de Côte d'Ivoire s'est doté du pôle économique et financier qui est en charge de lutter contre le blanchiment des capitaux et de toutes les questions liées au financement du terrorisme. Et donc, mettre la Côte d'Ivoire sur la liste grise, c'est parce que justement la Côte d'Ivoire est en train d'adopter les mécanismes pour pouvoir, au niveau de ses juridictions, prendre les dispositions pour que la lutte contre le blanchiment des capitaux et tout ce qui est financement du terrorisme et tout ce qui est action illicite en termes de gains faciles et tout ça soit vraiment puni par la loi. Et donc je pense que cette disposition-là a été un appel de phare au groupe d'action financière qui est cet organisme-là qui essaie d'élaborer et de réguler les systèmes financiers et économiques de chaque pays pour que ces pays-là ne soient pas en proie à tout ce qui pourrait concourir à la malgouvernance, mais surtout à gangréner, on appelle ça l'économie. Est-ce que cette inscription est révélatrice des failles de notre système financier? Bien au contraire. Pas révélatrice de failles de notre système, mais c'est pour dire que nous sommes actuellement en train d'élaborer un certain nombre de mécanismes qui puissent nous permettre de pouvoir revenir sur la liste qu'on appelle la liste blanche. Parce qu'il y a certains pays qui étaient dans un passé récent, mais à travers les dispositions législatives qu'ils ont eu à prendre, le cadre juridique qu'ils ont eu à créer et la volonté politique des États à faire en sorte que, en termes de tract contre le blanchiment de capitaux et l'enrichissement illicite, afin que ces pays-là ont regagné leur position d'antan. Et donc la Côte d'Ivoire est inscrite dans cette dynamique-là, avec les mécanismes que je viens d'évoquer. Et donc vous allez voir que dans un avenir très proche, la Côte d'Ivoire va retrouver, bien entendu, sa position sur la liste blanche. Bien, le groupe d'action financière GAFI, Organisation internationale de lutte contre le blanchiment d'argent, a récemment inscrit, je répète, la Côte d'Ivoire aux côtés de l'Algérie, de l'Angola et du Liban sur sa liste grise. Thomas Guessambi, quelle est la portée symbolique de cette décision pour la Côte d'Ivoire? Oui, il faut dire qu'il est difficile pour un pays aujourd'hui de vivre en autarcie. Tous les pays vivent pratiquement dans un concert et il y a ce qu'on appelle l'image d'un pays. Que vaut ou que vaudrait l'image d'un pays, mais bien entendu la captation d'investissement, la position de ce pays dans le domaine du business et naturellement la crédibilité d'un pays sur le marché financier international. Parce qui d'entre nous voudrait prêter de l'argent à quelqu'un qui n'est pas crédible? Et donc, c'est pour cela que œuvrer pour une question de stabilité dans un pays a tout son sens. Donc ici, qu'est-ce que cela pourrait vouloir bien dire, le fait que la Côte d'Ivoire se trouve sur la liste grise? Ce n'est pas une sanction, mais c'est un appel qu'on fait à ce pays-là pour dire tu as des efforts à faire, qu'il y a certainement à partir, je dois dire, dans chaque pays, il y a le centre de traitement d'informations financières qui collecte les informations sur, sans doute, à partir des banques surtout. Parce que je dois dire que le premier rideau et le dernier rideau en matière de blanchiment d'argent, ce sont les banques. Donc, ça entre par les banques et ça sort par les banques. Et les banques n'appartiennent pas seulement aux seuls Ivoiriens. La banque n'appartient pas seulement aux seuls nationaux. Il y a sans doute des investissements extérieurs qui créent cette richesse
qui développent ce domaine-là. Donc les informations qui sortent de là ne sont pas forcément des informations données par des Ivoiriens ou le gouvernement ivoirien, mais c'est des informations qui reflètent un peu ce qu'on a pu constater. Et cela se fait tous les jours, vous et moi, quand nous allons pour des opérations et que, bon, mon salaire est connu, je gagne le SMIC et que je vienne faire un matin un dépôt de 5 millions. Donc, il faut naturellement que cela interpelle la banque pour savoir comment est-ce que quelqu'un qui gagne juste le SMIC peut venir faire un tel dépôt. Donc, de ce point de vue, est-ce qu'on devrait accuser un gouvernement? Non, le gouvernement se bat pour créer la richesse, mais la drogue, tout comme l'immigration, tout comme des phénomènes de ce type-là, sont des phénomènes qui sont mouvants, qui sont dynamiques et qui demandent à un pays d'être sur le qui-vive sans cesse. Donc, le pays peut faire des efforts, mais l'intelligence de la criminalité, la porosité de nos frontières, la corruption sont des éléments qui favorisent le blanchiment. Et donc, quand on est sur la liste grise, c'est un appel qu'on nous lance surtout à la Côte d'Ivoire, qui s'est positionnée ces 10 dernières années au niveau de l'UEMOA, au niveau de l'Afrique francophone, au niveau de l'Afrique, et qui devrait, de ce point de vue, garder ce cap-là d'un pays fréquentable, d'un pays en qui on peut avoir confiance, d'un pays dans lequel on peut aller investir sans que le système bancaire ne soit défaillant, sans que la sécurité financière ne soit mise à mal. Bien. Alors, Eric Bayala, est-ce que cette décision affecte les relations entre la Côte d'Ivoire et ses partenaires internationaux? Non, mais pas du tout, parce que, comme Guessambi le disait tout à l'heure, il faut regarder les efforts qui sont déjà consentis par l'État de Côte d'Ivoire pour garder non seulement son embellie économique, mais pour garder l'image que la Côte d'Ivoire veut refléter à travers le monde. Vous savez déjà, vous prenez les pays de la sous-région, la Côte d'Ivoire a fait des efforts. On est passé d'un ministère de lutte contre la corruption à une institution, la haute autorité de lutte contre la corruption, où tous les ayants droit, ceux qui sont dans le domaine public, ceux qui occupent les grands postes de l'État, chacun doit venir d'abord déclarer son patrimoine à quelque niveau que ce soit. Et donc, ça dit que c'est un système qui est mis pour regarder comment est-ce que les flux financiers se font. C'est-à-dire que vous êtes directeur général d'une administration. Avant de prendre le poste, vous déclarez le patrimoine que vous avez. Quand vous finissez, avant d'en sortir, on évalue également le patrimoine que vous avez. Et cela, ça permet non seulement de lutter contre la corruption, mais d'envoyer un signal fort sur les différents mécanismes qui sont mis en place par l'État de Côte d'Ivoire pour surveiller non seulement son économie. Mais à côté de ça, ces 10 dernières années, vous avez vu que la justice ivoirienne a eu à émettre des mandats d'arrêt contre des personnalités qui étaient dans ce trafic-là, notamment le blanchiment d'argent. Ça a été le cas du Premier ministre Soro Guillaume, où le mandat d'arrêt qui lui avait été mis en ce qui concerne non seulement l'acquisition du domicile qu'il avait de façon illégale à Makori. Il y a eu également le blanchiment des capitaux à travers une maison, une agence immobilière et tout ça. Et donc quand le groupe d'action financière regarde, le GAFI regarde tout ce qui se passe en termes de... Et bon, en plus de cela, vous avez vu que l'État a eu à mettre sous scellé certains comptes parce qu'ils étaient soupçonnés de blanchiment, de financement contre le terrorisme. Donc, quand vous faites ces genres d'actions dans votre pays, ce sont des signaux qui alertent. Mais ce qu'il y a lieu de comprendre, c'est que ces signaux ne sont pas faits pour porter une entorse à la bonne marche ou bien à l'image du pays, mais bien au contraire, si vous voulez, c'est une étoile qui scintille et qui indique clairement que ce pays-là est en train de se doter de mécanismes pour lutter contre tout ce qui est blanchiment, contre tout ce qui est financement du terrorisme. Et bien entendu, quand vous êtes dans la liste grise, cela envoie, si vous voulez, cela répond à deux besoins. Le premier, non seulement on vous interpelle pour dire que vous avez des efforts à fournir. Le second, c'est un encouragement pour dire que ce que vous avez déjà commencé, il faut faire en sorte que cela puisse arriver à terme, de sorte à ce que, au terme des actions que vous menez, on puisse clairement savoir que les efforts consentis ont permis non seulement à votre pays de se conformer aux normes qui sont édictées par, on appelle ça le GAFI, mais bien entendu que votre économie reflète, si vous voulez, tout ce qu'il y a de mieux
et qu'il n'y a pas de soupçons qui pèsent sur vous et sur votre pays. Et en rien, cela ne peut mettre en mal les partenaires de la Côte d'Ivoire, d'autant plus qu'eux-mêmes, ils savent bien que avec le leadership de celui qui dirige le pays, c'est une caution morale, c'est une garantie. Et toutes les réformes fiscales apportées, tout ce qui est en termes d'investissement au niveau des, qu'on appelle ça, du programme des affaires, au niveau juridique, tout a été revu pour que tous ceux qui viennent investir en Côte d'Ivoire se retrouvent dans une position confortable et qu'ils continuent de faire confiance à notre pays. Bien, Thomas Gessambi, la même question. Est-ce que l'inscription de la Côte d'Ivoire sur la liste grise du GAFI menace en tout cas le partenariat existant entre la Côte d'Ivoire et ses partenaires internationaux? Oui, c'est un avertissement qu'on donne à ce pays pour qu'il puisse à la fois donner une sorte de moratoire, une sorte de temps sur lequel il compte traiter les anomalies, les défaillances qu'on a dû relever. Ce que je dois dire, c'est que l'enrichissement qui naît de la criminalité est quelque chose de protéiforme et aussi quelque chose de dynamique. Il n'y a pas longtemps que le 2A, cet organisme de lutte contre la drogue des États-Unis, investiguait en Côte d'Ivoire pour se rassurer que la Côte d'Ivoire n'était pas devenue une plaque tournante en matière de trafic de drogue. Il y a aussi des actions de la police économique qui ont pu permettre de découvrir jusqu'à 200 millions de francs CFA chez des fonctionnaires de police, chez des fonctionnaires. Ce sont des signaux. Et quand on sait qu'il y a des éléments indicateurs en matière de blanchiment d'argent que sont l'immobilier et les casinos qui prospèrent, naturellement, cela attire l'attention du GAFI et de tous ceux qui travaillent sur, je dois dire, l'information financière, la coordination de l'enrichissement illicite ou pas. Et nous sommes tous d'accord qu'il y a une urbanisation galopante et par moments même dispendieuse en matière d'immobilier en Côte d'Ivoire, où les prix ont commencé tout d'un coup même à flamber. Est-ce que c'est juste pour une question de rareté de ce bien qui fait le prix, ou bien il y a une sorte de dynamique? Donc voici des signaux qui alertent le GAFI et qui demandent au GAFI naturellement d'anticiper, parce qu'il y a aussi la dimension anticipation qui est très importante. Donc aucun impact dans les relations entre la Côte d'Ivoire et ses partenaires? Mais c'est comme au football, quand on reçoit un carton jaune. C'est pour nous dire que, si nous continuons sur cette lancée, c'est pas sûr que nous puissions finir le match. Donc quand on le dit, ce n'est pas forcément qu'on a accusé ce pays d'être à la solde ou bien de favoriser le blanchiment d'argent, mais c'est de dire, vous avez sans doute des législations, mais je dois dire que la législation, oui, parce que combien d'entre nous se sont donné des textes, mais qui, dans la pratique de tous les jours, ne les respectent pas. Donc, le tout pour le GAFI n'est pas de se donner de la législation, des textes, mais donnez-nous des gages, quels sont les mécanismes que vous utilisez. Et je dois dire que moi, personnellement, pour des transferts d'argent à l'extérieur, le mécanisme est un peu plus complexe aujourd'hui. On ne se lève pas pour transférer de l'argent. Il y a un certain nombre de montants qu'on ne peut plus payer facilement aussi en liquidité. Il faut un chèque, ça donne une sorte de traçabilité. Et vous-même, quand vous allez aujourd'hui faire un versement sur votre compte, il y a des questions que la banque vous pose. Et donc tout cela montre naturellement. Et puis, dans un pays où beaucoup de transactions se règlent par la liquidité financière, ça peut aussi beaucoup plus interpeller en matière de sécurisation du système financier. Là où ailleurs, on peut faire des achats sans toucher de l'argent. Bien, et là, donc, contrairement à ce qu'on entend de certains analystes et même hommes politiques, il n'y a pas à s'inquiéter.
Bon, en fait, je pense que, comme on a dit, c'est une alerte à l'endroit non seulement du gouvernement, mais je pense que ceux qui ont décidé d'inscrire la Côte d'Ivoire sur la liste grise comprendront évidemment qu'ils sont en train d'enfoncer une porte déjà ouverte, parce que le gouvernement de Côte d'Ivoire a déjà pris les mesures. Vous savez, au niveau de l'immobilier, par exemple, quand vous voulez acquérir une maison et que le montant de l'acquisition de la maison dépasse déjà 5 millions, on ne peut plus accepter cet argent-là en liquide. Vous êtes obligé de passer par des opérations de banque. C'est-à-dire, aucun notaire ne peut accepter une transaction aujourd'hui au-dessus de 5 millions de francs CFA pour dire acheter une maison. Et donc, c'est pour quoi? C'est pour qu'on ait vraiment la traçabilité de tout ce que vous faites en termes de transactions financières. Et tout récemment, il y a eu cette grosse opération qui a été lancée par la police économique, où on a vu des opérateurs économiques qui ont été interpellés. Et ceux-là ont eu à justifier, si vous voulez, on appelle ça, l'origine de leurs fonds, leur prospérité, les commerces qu'ils tenaient, parce qu'il ne suffit pas d'ouvrir une petite boutique pour justifier les fonds, et puis derrière, on voit les transactions sont des transactions importantes. Et donc tout ça, l'État de Côte d'Ivoire a déjà l'œil là-dessus. Et quand on envoie ce signal par le GAFI à l'endroit de l'État de Côte d'Ivoire, mais bien évidemment, on leur demande de venir investiguer, ils comprendront qu'il ne suffit pas seulement de la législation qui est mise en place, mais il y a eu des actions concrètes qui ont été menées pour accompagner cette législation-là dans la faisabilité des choses. Parce que venir s'asseoir et puis dire qu'il y a lieu de caviarder tout ce qui a été fait, ou bien d'abattre la notion, ou bien la volonté manifeste de l'État, je pense qu'on n'est pas encore à ce niveau, de sorte à ce que nos partenaires puissent pouvoir s'inquiéter. Bien au contraire, c'est un partenariat gagnant, et je parie que dans les jours qui viennent, il y a encore de gros contrats qui vont se signer avec l'État de Côte d'Ivoire, parce que les gouvernants ont pris les mesures qu'il faut pour assurer. Une autre question qu'on se pose, c'est comment la société civile peut-elle jouer un rôle dans la lutte contre le financement du terrorisme en Côte d'Ivoire? Bon, là, au niveau de la société civile, je pense qu'il faut même étendre la question à l'ensemble même des citoyens. Parce qu'aucune police n'est efficace sans collaboration. Et quand vous êtes témoin d'une action et que vous vous réfugiez dans un mutisme qui est retentissant, bien au contraire, vous participez à dénaturer l'économie même de votre pays dans sa structuration. Parce qu'on est très souvent témoin de transactions ou bien de complots, ou bien d'actes qui sont des actes manqués, mais le fait même de ne pas dénoncer ça auprès des autorités compétentes, on devient un complice passif. Et je pense que cette lutte-là engage l'ensemble des citoyens, ça doit être même un devoir citoyen, pour que chacun puisse être la police de son voisin. Et vous voyez, en Europe, ça, ils l'ont bien intégré. Quand il y a une situation, vous-même vous vous demandez comment est-ce que la police a été informée pour que dans les minutes qui suivent, elle est déjà sur les lieux. Mais c'est parce qu'il y a une bonne collaboration, il y a ce devoir citoyen qui commande que lorsque vous êtes témoin d'une action, il faut informer les autorités compétentes. Et aujourd'hui, nous allons peut-être profiter de votre plateau pour lancer un appel à l'ensemble, non seulement des citoyens, de la société civile, de toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, témoins ou bien qui ont elles-mêmes ont été peut-être actrices d'une situation, puissent avoir le courage de pouvoir le dénoncer. Parce que si nous ne faisons rien, les gens sont très malins. Lorsqu'il y a un système, ils réfléchissent comment faire pour passer entre les mailles du système. Et donc, c'est en nous engageant en tant que citoyens pour pouvoir apporter les informations nécessaires auprès des autorités compétentes, on pourra donc concourir à assainir notre société. Bien. Coopération, force de l'ordre, population, c'est très important dans la lutte contre le terrorisme. Oui, mais avant de répondre à cette préoccupation, je voulais apporter un peu de l'eau au moulin d'Éric en matière naturellement des efforts du gouvernement et en matière surtout d'efforts qui restent à faire. C'est vrai que dans les transitions, dans les transactions classiques avec l'autorité judiciaire en matière de vente ou d'achat, bon, il y a une sorte d'encadrement, mais comment est-ce que le blanchiment fonctionne? Le blanchiment ne va pas tout de suite
pour placer cet argent dans une structure bancaire. Et vous savez même que par culture, la thésaurisation, le fait de garder de l'argent à la maison, a encore pignon sur rue et que les gouvernants qui se sont succédés luttent toujours pour un taux de bancarisation un peu plus élevé. Donc dès lors qu'on garde beaucoup de flux à la maison, qu'est-ce que les acteurs du blanchiment font? Ben, dans l'immobilier, on va acheter tout ce qui est matériaux, on achète des lopins de terre, on achète des terrains, et ce n'est pas le vendeur qui exigera de vous la provenance de votre argent. Ça, c'est un aspect. Vous allez aussi sur le site de l'autorité de la bonne gouvernance. La corruption est une réalité en Côte d'Ivoire, et une des administrations qui est beaucoup interpellée dans les informations données par la haute autorité de la bonne gouvernance, c'est l'administration judiciaire. Alors que c'est elle qui devrait réprimer sévèrement, je vais dire, tout ce qui est blanchiment et financement du terrorisme. Ensuite, quand il parlait de l'ancien Premier ministre Guillaume Soro, je vais dire que le tout n'était pas forcément dans la transaction, mais le fait que des armes aussi puissent prospérer est une source de blanchiment d'argent parce que tout ce qui est trafic sur les armes. Donc, il y a la bonne volonté du gouvernement, mais tant que la corruption aura la peau dure, on peut peut-être féliciter le gouvernement quand le ministère de la Construction arrive à épingler certains de ses fonctionnaires dans de sortes de malversations. C'est connu de tous, on les met en prison. Mais est-ce que ce n'est pas peut-être la petite partie visible et que la grosse partie elle-même qui relève de la corruption a encore du mal à changer? C'est ça c'est un aspect qui peut expliquer. Le gouvernement a donné peut-être patte blanche aussi en limogeant certains dirigeants des sociétés d'État au motif qu'ils se sont rendus coupables de détournement. Oui, comment ce détournement-là a pu bien s'opérer? Ce sont sans doute des aspects à prendre en compte. Et comme je le dis, les statistiques, ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire seule qui les produit. Il y a des organismes, que ce soit les établissements financiers, que ce soit aussi les bailleurs de fonds nationaux et internationaux. Maintenant, si on revient à votre question, est-ce que, bien entendu, entre la police et... c'est le vœu pieux qu'on devrait émettre de voir une police... j'ai fait le Maroc, je sais que la police marocaine est un peu plus efficace sur un certain nombre de choses. Pourquoi? Parce que c'est la population. Et ça a plusieurs fois été le thème de la célébration de l'indépendance en Côte d'Ivoire. Exact. Donc, tout Marocain, toujours curieux de savoir que son voisin a tel ou tel bien, bon, s'empresse, et même quand vous êtes étudiant là-bas, très rapidement, on a informé la police, vous êtes suivi sans le savoir. Donc, il y a cette police-là, et puis la police avec laquelle on a maille de partie sur la circulation routière où par moment il y a des échauffourées, mais tout est dans la dimension sensibilisation. Voilà, tant qu'on ne voit pas en la police des agents qui se cachent pour souhaiter qu'il y ait infraction et apparaître pour faire payer aux citoyens ce que cela demande, et que nous avons une police beaucoup plus sensibilisatrice, qui apparaît au grand jour, qui ne se cache pas, dans l'optique de la bonne relation. Je pense que ça aussi sont des éléments qui peuvent faciliter la collaboration. Et puis la pauvreté, est-ce que ça peut expliquer la corruption? Mais la corruption a une très bonne part dans tout ce qui est lutte contre les crimes financiers. Bien, dernière question avant la pub, Henrik Bayala, 1 minute 30. Est-ce qu'il y a une corrélation entre cette inscription et les crises de gouvernance en Afrique de l'Ouest? Oui, naturellement, oui. Je pense qu'il y a quand même... ce sont des questions qui sont quand même transversales parce que quand on prend la dernière liste grise produite par le GAFI en juin 2024, il y a quand même 2 pays de l'AES qui y sont. Il y a un pays de l'Afrique de l'Ouest. Et quand on voit tout autour de la Côte d'Ivoire, la situation politique dans certains pays
Et bien évidemment, ce n'est pas facile parce que quand vous regardez dans le nord de la Côte d'Ivoire, le flux migratoire entre les populations de certains pays du nord de la Côte d'Ivoire et l'État de Côte d'Ivoire, vous comprendrez bien évidemment que quand ces pays-là sont blacklistés et quand il y a eu des activités qui sont menées là-bas et que là-bas, le système actuel ne permet pas aux hommes d'affaires de prospérer, mais un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui cherche du profit. Et donc tout de suite, il cherche un autre terrain, une autre scène sur laquelle il peut se produire. Et qu'il y ait une interpénétration même voilà, des personnes. C'est difficile. Donc vous voyez que c'est difficile. Donc c'est pour dire qu'effectivement, il y a une corrélation, mais c'est pour ça que la lutte contre les questions de sécurité, les questions de sûreté, le renforcement du renseignement surtout, et toutes les dispositions qui sont prises par l'État de Côte d'Ivoire, bien évidemment, c'est pour parer à toute cette situation-là que l'État s'emploie à faire en sorte que non seulement le pays ne soit pas seulement rayonnant, mais que ce soit un pays qui rassure, un pays qui fait confiance. Bien, c'est l'heure de la pub, on revient juste après pour la seconde partie de cette émission dans laquelle nous parlerons bien sûr du PDCI RDA, encore la candidature de Jean-Louis Bion. Des retours de la pub, la semaine dernière, Jean-Louis Bion a annoncé sa candidature à la présidentielle ivoirienne de 2025. Cette candidature suscite beaucoup d'interrogations et un gros risque plane sur le PDCI RDA, le parti du père fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, d'Henri Konan Bédié également, Thomas Guessambi. Comment interprétez-vous la candidature annoncée par Jean-Louis Bion et de Jean-Louis Bion? D'abord, M. Jean-Louis Bion est un citoyen qui jouit de ses droits, naturellement, la liberté pour lui d'appartenir à un groupement politique, d'exercer ses droits politiques ou pas. Et donc, pour moi, ça ne pose pas un problème, c'est plutôt l'expression de la liberté d'un homme qui a ses rêves, qui a ses projets, qui a ses ambitions et qui veut le faire. Même si il appartient à un groupement qui a ses règles de fonctionnement, qui a son mode de désignation de qui peut être candidat. Mais vous savez aussi bien que moi que la politique n'est pas une science exacte et que tout est dynamique dans la vie des hommes et qu'aujourd'hui, plus que jamais, dans un contexte de monde ouvert, où les exemples des États-Unis nous parviennent à la seconde, où les exemples des autres pays nous parviennent à la seconde, on se dit, why not, pourquoi pas? Quand on regarde en arrière, celui qui va faire son deuxième et qui est en train de faire son deuxième quinquennat à la tête de la France, quittait le gouvernement dans son projet politique. Bon, je dois dire combien de personnes pariaient sur lui pour dire M. Macron a choisi la bonne voie. Il est sorti du parti socialiste auquel il appartenait. Le parti socialiste a fait ses congrès pour désigner qui allait être son candidat, mais on a vu que les partis classiques n'ont pas prospéré devant une candidature isolée, portée par un jeune de ce type. Donc de ce point de vue, même avec l'âge qu'il a, je pense que ça fait réfléchir aujourd'hui tous ceux qui étaient dans l'antichambre et qui avaient peur de leur avenir politique. Donc le PDCI, tout comme bien de partis nous ont montré qu'il nous faut toujours apprécier chaque événement, chaque passage, chaque virage à sa juste valeur. Vous voyez, ce n'est peut-être pas le même exemple, mais il y a eu les élections législatives à Cocody, qui est le quartier résidentiel, où on avait une certaine Yasmine Augnin qui avait gagné l'élection législative face à un membre du gouvernement qui s'était présenté, qui a gagné, et qui est allée comme candidate indépendante, alors que tout le monde sait qu'elle est une fille du PDCI, et on s'était dit que ça n'allait pas aider le PDCI à gagner la mairie de Cocody, mais finalement, le PDCI l'a gagné. Est-ce que le fait que Bion décide d'être candidat
peut diminuer les chances du PDCI, je ne saurais faire de prévision parce que la véritable vérité que la prévision nous enseigne, c'est que les prévisionnistes n'ont jamais rien dit d'exact. Donc, pour moi, c'est l'expression de la démocratie. Et comme il y a eu une de vos émissions ici sur laquelle nous nous sommes prononcés sur la nécessité pour les partis qui aspiraient au changement à la tête de l'État de se regrouper pour ne pas aller en rang dispersé. Est-ce que cette façon de faire ne va pas faire le lit du RHDP? Mais je dois dire que la politique n'est pas une science exacte. Bien, Éric Bayala, quelle lecture faites-vous de cette candidature de Jean-Louis Bion? La lecture que moi je fais, c'est que la posture de Jean-Louis Bion est une posture constante. Ce n'est pas la première fois que Jean-Louis Bion dit qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Depuis même sous le président Henri Konan Bédié, feu Henri Konan Bédié, il avait clairement manifesté sa volonté de briguer l'élection présidentielle. Et après, bon, avec des consultations internes, il a dû retirer sa candidature au profit des engagements et de l'alliance que le PDCI avait alors avec son allié, le RHDP. Bon, aujourd'hui, Bédié n'est plus. Bion, il décide donc de reprendre son bâton de pèlerin, d'aller dans les contrées les plus éloignées de la Côte d'Ivoire pour faire le corps à corps. Comme quoi, il est fidèle à sa vision. Il avait dit hier, aujourd'hui il le répète encore, je suis candidat à l'élection présidentielle. Actuellement, il se donne les moyens pour y arriver. Et une chose est sûre, c'est que M. Bion, en officialisant sa candidature à la présidentielle, il ne compte pas forcément sur le PDCI. Rien n'indique qu'il sera le candidat porté par le PDCI. Parce que quand on prend les dernières résolutions du congrès électif du PDCI, il est clair que le PDCI a dit en son temps que le président élu et sorti du congrès est en même temps le candidat du PDCI à la convention du parti pour le choix du candidat à l'élection présidentielle. Et le choix du PDCI, bien entendu, c'est Thiam qu'ils vont présenter à la convention. Mais cela n'exclut pas en interne qu'un autre cadre ou un autre militant du PDCI puisse déjà annoncer sa candidature. Mais quand on sait que le parti qui lui-même repose sur l'ensemble de ses organes et ses organes au cours d'un congrès qui est l'organe suprême donc, du parti, décide de faire du candidat, décide de prendre le président du parti élu comme étant le candidat à la convention, ça veut déjà dire que les dés sont déjà joués et à ce niveau-là, M. Bion n'a pas de chance de compter sur le parrainage du PDCI. Mais comme c'est quelqu'un qui est constant, qui a dit qu'il a une vision pour la Côte d'Ivoire, il se donne les moyens. Il annonce sa candidature depuis chez lui à Dabakala pour dire que je suis candidat à l'élection présidentielle. Anthony PDCI RDA. Mais justement, il est militant du PDCI RDA. Et donc, aucune disposition on appelle ça, statutaire du PDCI n'interdit un candidat ou un militant de dire qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Et donc, je pense que M. Bion, comme je l'ai dit, au regard de la posture qui fut la sienne hier et celle d'aujourd'hui, il est dans une situation très constante. Il envoie un signal, il dit clairement qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Maintenant, quitte à la convention du PDCI, parce que le problème, c'est que la convention du PDCI, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas à quelle date elle doit se tenir. Ce serait peut-être intéressant que les deux candidats qui sont déclarés pour le compte du PDCI à l'élection présidentielle aillent d'abord se confronter au sein donc, de la convention. À l'élection primaire. La convention, ce sera peut-être une sorte de primaire déjà. La convention a été dite, c'est une convention d'investiture. Bon, justement, et donc si c'est une convention d'investiture, alors ce n'est pas les dispositions qu'il va falloir prendre. Parce que normalement, tous ceux qui ont des velléités de candidature doivent pouvoir se retrouver au sein de comment on appelle ça, la convention. Et la convention donc va élire, sinon choisir son candidat à l'élection présidentielle. Et puis, après cette phase terminée, il procède donc à l'investiture, c'est-à-dire ça évitera de convoquer encore une autre cérémonie pour venir investir le candidat. Mais ça n'exclut pas
que le côté électif doit avoir lieu au sein de la convention. Et c'est celui qui sera élu qui, par la suite, sera investi au cours même de cette convention. Donc, M. Bion se donne les chances pour être candidat à l'élection présidentielle, mais surtout en étant candidat à la candidature au sein du PDCI à travers la convention à venir. Bien, s'il allait en tant que candidat indépendant, est-ce que Jean-Luc Bion a l'envergure nécessaire, l'envergure politique nécessaire pour aller à cette présidentielle ivoirienne? Je vous dis encore que la politique n'est pas une science exacte. Eric parle de... Et la Côte d'Ivoire, son histoire. Tout à fait. Mais son histoire n'est pas forcément le même fait qui se répète. Eric disait que M. Bion était dans une certaine constance, que moi j'appelle ici, ou j'appellerais une constance chancelante. Que vaut cette constance-là si on n'est pas prêt à prendre des décisions courageuses et à en subir les conséquences? Mais c'est une décision courageuse qu'il a prise. Il a parlé de sa velléité de présentation ou de se présenter à la présidentielle du temps de Bédié. Il n'est pas allé jusqu'au bout. Je veux dire, quand on croit en ses chances, je vous ai donné l'exemple d'Emmanuel Macron, quand on croit en ses chances, c'est vrai qu'Emmanuel Macron avait un parrain qu'on appelait François Hollande, mais il est allé au-delà de ce respect pieux d'un parrain. Quand on croit en ses chances, il y a des lignes qu'il faut sauter et puis en subir les conséquences. Non, mais à ce niveau-là, permet très rapidement, c'est que quand on a un monsieur comme M. Bédié à la tête du PDCI, et qu'on sait que Bédié, il avait totalement la même mise sur le PDCI, ça dit quelles que soient les chances que vous avez, ce serait intéressant pour vous d'avoir peut-être la caution de M. Bédié. Parce que, le PDCI était en alliance avec, comment on appelle ça, le RDR dans le RHDP. Et donc, au nom de cette alliance, quand on a parlé du second mandat, et que le PDCI devrait prendre des engagements pour accompagner le RDR dans son second mandat et concrétiser le RHDP, Bion n'avait aucune chance, quelles que soient si vous voulez, les forces en présence, il n'avait aucune chance de prospérer au niveau de sa candidature. Peut-être qu'il se serait essayé, et avec les conséquences qui allaient aller avec, mais quand on a un monsieur en face, on a un monsieur de la dimension de Bédié, qui n'a absolument rien à voir avec celui de François Hollande sur le Parti socialiste. Mais quand vous avez un gars comme M. Bédié qui régnait même, excusez-moi du peu, comme roi au PDCI, mais écoutez, sorti des rangs pour revendiquer une quelconque présidentielle, quand bien même vous n'avez pas la caution de Bédié, mais c'est allé à une potence de pendaison. J'ai appris que quand on a peur, on ne saura jamais quel grand homme on aurait pu être. Et c'est aussi cela le risque qu'on pourrait prendre. Bédié avait sans doute une mainmise sur le PDCI, mais pas une mainmise sur le destin de M. Bion. Donc je veux dire, il a eu sans doute une fenêtre de tir à cette époque qu'il n'a pas exploitée. Il a voulu attendre le meilleur moment. Alors qu'il n'est pas le seul dauphin, il n'est pas le seul aspirant à la magistrature suprême en passant par la désignation à cette époque-là, il a eu le courage. Mais ce qui est intéressant en matière politique, on peut y aller. M. Bion aurait peut-être gagné, mais quand on ne sait pas, on ne peut pas gagner, c'est celui qui essaie qui gagne. M. Bion aurait pu gagner ou bien M. Bion aurait pu apprendre parce que toute tentative ou toute expérience nous enseigne toujours quelque chose. Tout à fait. Donc, si pour M. Kakabe, ça n'a peut-être pas prospéré, parce que lui, à un moment donné, il est sorti. J'ai assisté au 12e congrès du PDCI où il a été mis en minorité, lui et l'ancien secrétaire exécutif, M. Didier m'a dit, mais il a pris son destin entre ses mains, il est allé à l'élection présidentielle. Bon, est-ce que lui, son objectif, c'était de devenir président de la République ou bien c'était d'avoir le positionnement qu'il a eu de façon politique aujourd'hui? Mais je veux dire, quand on veut une chose, surtout en politique, moi j'étais impressionné, mais pas outre mesure, de voir M. Tidiane Thiam parcourir maintenant les contrées du pays, battre campagne. Mais dans ma vie de journaliste, reporter, il m'est arrivé de couvrir des conventions de ce type, des rencontres politiques où c'était, je pense, le PDCI à l'époque, où il y avait des cadres du parti qui disaient « Notre problème, c'est que nous n'aimons pas la chaleur. Nous voulons mener une politique
dans l'ombre, où on est dans un certain confort. Si un certain Laurent Gbagbo ne sortait pas sous la pluie, s'il ne faisait pas la prison, est-ce qu'il aurait pu arriver là où il est arrivé? Donc je veux dire, si M. Bion veut faire la politique, on ne peut pas être dans l'eau et avoir peur que l'eau nous touche. S'il veut faire de la politique, pour moi, depuis sa première velléité de vouloir être candidat, il aurait pu prendre ce courage-là, quitte à voir sans doute en tant qu'employeur, en tant que grand patron, voir sans doute ses entreprises en prendre un coup, mais il a un objectif qui demandait un prix à payer avant d'y être. Bien, pour être candidat aussi, il faut des soutiens. On se demande quels sont les soutiens de Jean-Luc Bion au sein du PDC-RDA. Mais que ce soit en Côte d'Ivoire comme à l'extérieur du pays, il y a quand même un certain bouillonnement dans la vie politique qui fait que les partis classiques ne sont pas partis forcément pour gagner. On prend un monsieur comme l'actuel président du Bénin, il n'était pas porte-voix d'un instrument politique bien établi. C'est un homme d'affaires qui est venu, qui a tenté sa chance. Il est en train de faire 2 mandats. Ensuite, ces 10 dernières années ou 15 dernières années, tout ce qui est candidature indépendante prospère parce que les hommes ont vu que la désignation des candidats des partis n'obéit pas souvent à une certaine démocratie qui met en avant un candidat qui a le plus de relations avec le terrain. Mais par des calculs, on arrive à positionner certains cadres pour être des candidats. Et on voit des dissidents qui partent de là, qui sont convaincus de leur destin politique, qui sont convaincus qu'ils peuvent gagner. Ils vont y gagner et pour l'amour de leur parti, ils reviennent. Donc, pour moi, le parrainage d'un parti politique a peut-être son importance, mais ne peut pas déterminer aujourd'hui la victoire d'un leader avec une population très jeune comme la nôtre qui a son mode de communication aujourd'hui, les réseaux sociaux, qui a son prisme d'appréciation des choses. Je pense qu'il faut choisir d'autres paradigmes sur lesquels aller qu'aller au nom du RHDP, aller au nom d'Alassane Ouattara pour les élections locales, aller au nom d'une certaine philosophie oufouettiste. Non. C'est quand même difficile, hein? Un indépendant face au PPACI de Laurent Gbagbo, RHDP d'Alassane Ouattara, candidat indépendant, c'est très difficile. Oui, mais quand le citoyen écrit, par exemple, la vie chère, quand l'emploi devient... Mais ces mêmes Ivoiriens ne vont pas voter un indépendant, on le sait bien. Quand savez-vous? Quand savez-vous? Je vous ai donné l'exemple. On sait tous que la majorité des personnes inscrites sur la liste électorale sont des militants des partis classiques. L'exemple d'un pays qui nous a montré aussi pas la Côte d'Ivoire. Sa démocratie. Bon, dans tous les cas, nous sommes dans le concert des pays. Mais pour moi, ce qui est beaucoup plus déterminant, c'est la volonté affichée que porte un homme, un porteur de projet politique qui aspire à diriger son pays. Il est prêt aussi à en payer le prix. Ce n'est pas les beaux discours, être dans les salons feutrés, mais qui va au charbon, qui est prêt à faire aussi la prison. Vous voyez, pas par exemple des gens qui disent « je suis, le ministère de la parole prospère peu ». Mais le terrain détermine aujourd'hui qui peut le contrôler ou pas. Merci Thomas Guessambéric. Ben là, vous voulez réagir là-dessus? Oui, non, ce que je veux dire, c'est qu'un homme qui s'engage en politique, il a d'abord pour lui 2 choses. Il a son agenda et il a sa détermination. Ce n'est pas parce qu'on a souhaité que hier, il aurait pu être candidat et qu'il ne l'a pas été, que cela vient, si vous voulez, lessiver sa volonté. Non. Chacun a son agenda et sait à quel moment s'y mettre. Les raisons qui ont motivé le retrait ou bien le recul de M. Bion à cette époque-là, moi, franchement, je n'en sais rien. Peut-être que M. Guessambier en sait quelque chose, mais je pense que ce sont des raisons qui sont propres à M. Bion. S'il avait jugé en son temps que l'heure n'était pas arrivée pour lui de mettre en lumière ses convictions en y allant, mais je pense qu'il a son agenda. Aujourd'hui, c'est un courage à saluer. Quand vous regardez les conditions dans lesquelles le congrès du PDCI a été, qu'on appelle ça, organisé, quand vous regardez aujourd'hui
toute la communication qui est faite autour de M. Thiam, comme à part lui, il n'y avait pas encore d'autres candidats compétents au sein du PDCI. Tout ça pour peut-être étouffer tous les autres compétents, toutes les autres volontés qui pourraient peut-être émerger et aider à créer une certaine démocratie au sein du PDCI. Mais tout ça, ce sont des actions qui sont menées de façon volontaire pour noyer toutes ces possibilités de pouvoir émerger. Et donc, M. Bion, il accepte malgré cela de s'affranchir de toutes ces difficultés qui sont créées au sein de son parti. Mais un peu trop tard, voilà, Eric, un peu trop tard pour lui. Que s'il avait fait cette lecture, permettez-moi de m'adosser sur cette maxime qui dit « vaut mieux tard que jamais ». D'accord. Donc aujourd'hui, si vous estimez qu'il est tard, nous sommes pratiquement à 1 an des élections. Oui. Il est actuellement au contact des populations. Il visite la Côte d'Ivoire profonde. Il est en train de faire comprendre son projet, et non seulement sa volonté de pouvoir être président de la République, pour dire que c'est vrai, je suis toujours militant du PDCI, mais cela n'exclut pas le fait que j'ai ma vision à moi, que je vais partager avec vous les militants. Surtout que nous avons un rendez-vous important, qui sera la convention. Au cours de cette convention, n'allez pas pour choisir celui que les gens vont vous imposer parce que, dit-on, il est le président du parti, mais allez-y choisir celui avec lequel vous avez vécu une histoire ces 2 décennies dernières, celui avec lequel vous avez au moins une proximité, j'allais même dire une promiscuité. Et donc aujourd'hui, là, quand on regarde M. Bion dans cette posture, il a la chance avec lui d'être candidat. Je ne dis pas qu'il va forcément gagner les élections. Mais le fait même de déclarer sa candidature, en dépit de tout ce que nous savons, c'est un acte courageux qui mérite d'être salué. Oui, mais je veux dire, dans la temporalité, vous voyez finalement son obséquiosité, ce grand respect qu'il avait pour Bédié, de vouloir attendre son meilleur temps sans maîtriser le phénomène temps. Son temps est arrivé. Mais voici que finalement, il n'est pas désigné comme président du PDCI, avec tout le respect qu'il a eu. Vous savez, c'est peut-être un peu cynique de le dire, mais à un moment donné de la vie, il faut savoir tuer le maître. C'est extrêmement important. On n'a pas dit de tuer le maître, mais il faut savoir tuer le maître. Je veux dire, même à Daoukro, nous connaissons notre ami le député de Daoukro. Akoto, il y a Olivier. C'était inimaginable, c'était impensable que M. Akoto puisse se présenter aux élections face à un certain Niamien Goran de Bédié. Mais il est allé, il a fait, il a cru en ses chances, il a gagné. Donc on pouvait extrapoler, je vais dire, cette volonté-là. Mais aujourd'hui, M. Bion a attendu, il n'est pas désigné président du PDCI. Il n'est même pas allé, qu'on appelle ça, au Congrès, il n'a même pas été candidat au Congrès. Mais, enfin, parce que justement, ce qu'on doit comprendre en Afrique, par exemple. Et pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Non, parce que tout simplement, la bonne conclusion de nos aînés constitue une bonne introduction pour les plus jeunes. Quand vous regardez Bédié, Bédié meurt à l'âge de 89 ans. Oui. Celui qu'on désigne, sinon celui qui est son successeur, sinon pas son successeur, mais celui même qui prend les rênes du parti du PDCI a pratiquement 67 ans. Oui. Quand vous faites 89 moins 67 ans, regardez la grille de génération qui est grillée tout simplement parce qu'on aurait estimé qu'on a besoin d'un monsieur qui financièrement soit assis, qui puisse porter le parti par ses poches. Et non sur... Et qu'on appelle ça un idéal sociétal qui peut construire non seulement le PDCI, le consolider, faire en sorte... Parce qu'aujourd'hui, le PDCI devient le plus grand parti de l'Afrique subsaharienne. C'était après l'ANC, mais aujourd'hui l'ANC s'est émietté. Et donc aujourd'hui, en Afrique, un parti qui a plus de 70 ans n'avait pas besoin d'avoir d'abord dans un premier temps à sa tête un candidat aux élections présidentielles, mais plutôt un président du parti. Et là où ils ont manqué de coaching, ils ont voulu trouver quelqu'un qui a le même profil que le président Alassane Ouattara, soi-disant, pour qu'il soit leur candidat, pour dire qu'il a fait également les sphères internationales et qu'il a le même profil. Or, le PDCI avait besoin d'un homme qui maîtrise non seulement l'histoire du PDCI, le vécu de ses militants, qui en connaît les raisons, qui en connaît non seulement l'arrière-cour, le jardin, la cour voisine, mais tout le labyrinthe sur lequel est bâti le PDCI pour qu'il puisse savoir mariner les contraires, polir les angles et créer un parti dynamique, solide et ensuite entrevoir choisir un candidat. Parce que la conséquence que nous avons, ils ont choisi un candidat, voici les frictions, voici là où le PDCI est en train de partir. Le PDCI qui a longtemps été ce parti-là dans lequel on avait toujours, qu'on appelle ça, un bon vent, un bon climat.
Aujourd'hui, il est en train de se désosser. Des grandes figures comme Bion se désolidarisent de l'appareil. Et vous voyez que ce n'est pas fait pour que le soit ensemble. Non, Eric est en train de prêcher dans le meilleur des mondes. Alors qu'il y a des chambardements qui surprennent à la fois Eric et celui qu'il veut coûte que coûte voir être le cheval du PDCI. Non, c'est pas ce que je dis. Mais en tout cas, ça en allait. Non, j'interprète seulement. Je suis constant, mais je dis que c'était un monsieur courageux. Si nous allons dans le profil dont parlait Eric, le profil idéal, un homme qui a l'argent, on sait tous que M. Bion a plus d'argent, de par les informations que nous avons reçues en tant qu'employeur, en tant que grand patron, il a l'argent, mais pourquoi cet argent-là n'a pas impressionné outre mesure les militants du PDCI ou les organes du PDCI dans leur grande majorité? Et il y a même encore des voix qui continuent, comme celle de M. Zarou, le vice-président Zarou qui se lève, la voix de M. Nyamie Konan, ancien ministre sous le régime Gbagbo, qui arrive même à convaincre des cadres du pays comme Akossi Benjo de dire nous avons un cheval derrière lequel il faut s'aligner, qu'est M. Thiam, et nous pensons que c'est lui qui peut envoyer le PDCI un peu plus loin. Moi, je dis, M. Bion est libre de se présenter ou pas, mais je ne pense pas qu'il ait bien apprécié la temporalité. Vous voyez, dans cette grande obéissance qu'il a voulu avoir pour le grand chef, finalement, le grand chef n'est plus, il n'est pas classé. Ensuite, ce que les gens doivent savoir aussi, c'est qu'on n'est peut-être pas dans un parti communiste chinois où les règles d'obéissance sont à la fois strictes, où on connaît déjà ceux qui vont se succéder. Non. Tout change et nous devons vivre avec notre temps. Il se trouve qu'on a des populations très jeunes qui n'ont pas connu ce que vous appelez arcane, qui voient un profil qu'on leur présente dans la dynamique des supports de communication que sont les réseaux sociaux, qui a un profil, qui a fait photo avec Bill Gates, avec les grands de ce monde. Ok, on se dit qu'il est jeune, est-ce que nous, on ne pourrait pas nous projeter aussi avec lui dans sa quête? Bien. Donc, les jeux pour moi sont ouverts. Si M. Bion n'a pas pu empêcher le congrès du PDCI qui allait jusqu'à son terme et que le PDCI n'a pas implosé, et que le PDCI fonctionne actuellement. Est-ce qu'il existe des risques de scission au sein du PDCI RDA avec cette candidature? Je n'ai pas bien saisi. Est-ce qu'il existe des risques de scission? Non, vous savez, dans la vie d'un parti politique, ce sont des battants qui s'ouvrent à la fois pour laisser partir ceux qui veulent aller et des battants qui s'ouvrent aussi à l'intérieur pour faire entrer. Donc, on ne peut jamais, même dans le RHDP aujourd'hui qui règne sur la scène politique... Il y a plusieurs tendances. Mais bien entendu, il y a toujours des velléités de partis et des velléités d'arrivée. Donc, je dis, il y a eu des exemples qui ont montré que, bon, le PDCI peut faire un sursaut. Là, la mairie où Yasmine s'est présentée, on s'est dit que le RHDP allait gagner la municipalité. Merci Thomas Guessambéry. La dernière question, est-ce qu'il y a des risques de scission si jamais Jean-Luc Bion, bien sûr, force et continue dans cet élan d'être candidat en 2025? Il n'y a pas de risque de scission. Non, mais ce qu'il d'abord, il faut comprendre, c'est-à-dire que Jean-Luc Bion, je ne dirais pas qu'il a fait ses classes et il a fait ses humanités au sein du PDCI RDA. Avec lui, il y a eu beaucoup de collaboration avec les plus proches collaborateurs du président Henri Konan Bédié, mais ces derniers-là ne sont plus au devant de la scène. Mais il y a eu cette promiscuité-là, cette collaboration qui a fait en sorte qu'il a été adopté par ce qu'on appelle au PDCI le doyenat. Et donc ces doyens-là, ils sont assis, ils ont quand même pignon sur rue dans leur localité. Parce que quand on dit de façon peut-être, j'allais dire... mais ce sont ces doyens qui se sont ralliés à la cause de Thiam. Ils se sont ralliés. Ils sont combien? Même Guy Kaoué. Même Guy Kaoué s'est rallié. On ne cite pas le contemporain. Parce qu'il y a ce qui se fait de jour et ce qui se fait de nuit. Mais lisons ce qui se passe dans le jour. Oui, ça dit que ceux qui tiennent même l'appareil du PDCI, qui ont la cartographie, qui savent où le PDCI est actuellement, ces personnes-là ne se sont pas encore prononcées de façon très claire sur la position à soutenir soit Bion ou à soutenir Thiam. Ils disent que
La seule façon de se déterminer pour eux, c'est la convention. Donc, ils attendent la convention pour donner leur position. Mais en même temps, quand vous voyez un homme comme Bion qui est en train de faire le tour, qui est toujours dans les tenues du PDCI et qui revendique une certaine légitimité en ce qui concerne sa candidature en la déclarant officiellement, ben écoutez, il est à l'heure de s'interroger. On ne va pas regarder dans le trou d'une bouteille avec les deux yeux, non. Mais une chose est sûre, c'est que quand Bion a cette posture-là, c'est parce qu'il a avec lui un certain nombre de, je ne dirais pas de parrains, mais de soutien qui porte sa cause. Oui, mais vous savez et donc, que tout en ce le qui monde... concerne la scission au niveau comment on appelle ça, du PDCI. PDCI, je pense que la tenue de la convention, les conditions de la tenue de la convention vont déterminer la suite. Bien. Parce qu'au niveau du Congrès, les gens peut-être se sont abstenus, quand bien même qu'il y avait des choses à dénoncer. Mais la convention serait le dernier round. Si ça se passe bien, le PDCI va s'en sortir. Mais dans le cas contraire, je ne pense pas que les gens puissent regarder dans la même direction. À présent, le carton rouge. Nous sommes dans le carton rouge, le premier carton de cette émission avec Thomas Guessambi. Mon carton rouge à certains de nos dirigeants gouvernementaux et politiques quand une situation survient comme la grève des enseignants. On a vite fait de diaboliser les enseignants dans leur volonté de vouloir obtenir une amélioration de conditions de vie et finalement, il se trouve que deux ministres, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'Éducation nationale, reçoivent finalement les syndicalistes pour aller à des travaux. Je me demande bien, est-ce qu'on ne l'aurait pas fait aussitôt plutôt que de les diaboliser et encourager le dissociement de la grève. Moi, j'ai dû entendre, par exemple, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, au cours d'une remise de kit, en demandant aux élèves, demandez à vos enseignants, avec ces kits-là, vous ne pouvez pas étudier, demandez pardon à vos enseignants pour qu'ils le reprennent. Je veux dire, ce n'est pas toujours que dans des discours guerriers, on peut arriver à trouver une solution si on sait que on va se retrouver au finish au dialogue. Donc pourquoi ne pas privilégier le dialogue? Bien, Eric Baya, la réaction sur ce carton rouge. Non, mais moi je pense que le traitement aujourd'hui de l'ensemble des fonctionnaires en termes d'amélioration, en termes de primes de transport, primes de logement, et y compris même le 13e mois, ce ne s'est pas fait dans la défiance avec l'autorité en place. Ça a été toujours dans un cadre de concertation. Mais quand vous levez et vous décidez donc d'arrêter les cours, selon vous, ce serait donc envoyer un signal fort pour manifester votre mécontentement. Mais bien évidemment, je ne pense pas qu'un État sérieux puisse accepter la pression ou bien la défiance. Quand bien même que l'État a pour lui tous les moyens régaliens de faire en sorte de faire respecter l'ordre. Ce sont des choses qui peuvent s'obtenir, ne serait-ce que dans le dialogue. Parce que toutes les mesures qui ont été prises pour améliorer les salaires des fonctionnaires, y compris des enseignants qui ont un traitement particulier, ça ne s'est pas fait dans la défiance. On a vu, il y a eu des accords sur la trêve sociale avec les différents syndicats et progressivement, l'État de Côte d'Ivoire a respecté ses engagements. Et donc, la posture de l'État, notamment de la ministre de la fonction publique, Madame la ministre d'État Anne Désiré Oloto, que nous saluons au passage pour le travail abattu, a déploré le fait qu'elle est toujours disposée pour engager les discussions avec l'ensemble des partenaires sociaux, mais elle n'a pas compris pourquoi ils ont quitté cette table de négociation pour se retrouver dans la rue. Et donc, c'est ce qui a créé le schisme dans lequel l'État s'est mépris. Mais aujourd'hui, ils se sont compris, ils sont revenus. L'État s'est mépris. Voilà, ils sont revenus sur les. Nous sommes malheureusement au terme. On pouvait encourager cette fois-là plutôt que menacer les syndicalistes. Oui, et mon carton rouge, comme je le dis pour la énième fois, nous sommes aujourd'hui le mardi 29 octobre. Et dans 3 jours, ce sera le 1er novembre. Et dans le mois de novembre, nous allons assister à la dissolution du COCAN.
Il se trouve que le COCAN a été cette institution-là qui a organisé la CAN 2023 qui s'est tenue en 2024 en Côte d'Ivoire, avec tout ce que cela a comporté comme satisfaction au niveau de l'ensemble des Ivoiriens. Mais il se trouve que le COCAN a encore des ardoises qui n'ont pas encore fini de payer les prestataires qui ont participé à la beauté de cette CAN, notamment le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, les patrons de presse, jusqu'à présent, n'ont pas encore reçu la totalité de leur dû que le COCAN reste devoir. Et donc, nous lançons un appel à l'endroit de Monsieur le Premier ministre, parce que la primature est la tutelle du COCAN, pour prendre les dispositions qu'il faut. Tout récemment, on a vu la CAF venir reverser un peu plus de 8 milliards à la FIF. Et donc, sur les 8 milliards, on peut même prendre ne serait-ce que 1 milliard pour éponger les dettes du COCAN. Parce que ce n'est pas seulement les patrons de presse, il y a encore d'autres prestataires qui n'ont pas encore été payés. Notamment des locataires, ceux qui font les locations de véhicules, pas mal de prestataires. Parce que le président de la FIF était lui-même vice-président du COCAN en charge des questions de financement. Et donc, cet argent-là peut servir à éponger l'ensemble des dettes du COCAN avant qu'on en arrive à la dissolution du COCAN. Parce que si on arrive à ça et que les prestataires n'ont pas reçu leur dû, mais franchement, ils n'auront pas d'autre choix que de se faire entendre. Thomas Gessambi, réaction 30 secondes. Sans doute que c'est ce que les syndicalistes ont fait. Là où Eric a pensé qu'il faut qu'un État les menace. Mais ce que je veux dire, Eric a prêché pour sa chapelle parce que je sais qu'il fait partie de ceux qui ont œuvré pour cet événement qui a repositionné le pays non seulement dans le monde du sport, du football, mais comme attractivité du pays. Mais dans toutes sortes de contrats et de conventions, je pense que les conventions et les contrats aussi prévoit les recours en cas de manquement. Et ce n'est pas la première fois que Eric lance cet appel. J'espère que pour cette fois, son appel sera entendu. Sinon, j'allais demander à tous ceux qui ont eu des contrats de ce type d'avoir recours en cas de manquement d'une des parties au contrat pour que droit leur soit rendu. Voilà. Bien, vous aimez les chiffres, vous avez parlé beaucoup de chiffres aujourd'hui dans le carton rouge. On parlera encore de chiffres dans le chiffre du jour. Voilà, tout comme le carton rouge d'Eric Bayala, notre chiffre du jour, c'est des millions. 4,5 millions. Qu'est-ce que ça vous dit? 4,5 millions, le nombre de personnes attendues au guichet de la CEI? Bien sûr, voilà. La liste électorale en Côte d'Ivoire compte actuellement près de 8 millions d'électeurs. La commission électorale indépendante CEI espère enrôler 4,5 millions supplémentaires pendant ces 23 jours de révision de la liste électorale. Quel commentaire faites-vous sur ce chiffre, cet objectif qui est visé, qui sera difficile à atteindre? L'objectif visé par la CEI a pris les dispositions pour ouvrir ses guichets et attendre que les Ivoiriennes viennent, ceux qui sont, bien sûr, qui remplissent non seulement les conditions et qui sont en âge de voter, viennent pouvoir s'inscrire sur la liste électorale. On constate aujourd'hui que ce n'est pas encore les grandes affluences, ce n'est pas encore le nombre de personnes attendues, parce qu'à pratiquement plus d'une semaine, quand on fait le ratio de personnes enregistrées et l'objectif à atteindre, on se rend bien compte que ce sera vraiment difficile, si tant est qu'il n'y a pas eu une progression un peu plus accrue pour permettre à ce que cet objectif-là soit atteint. Mais c'est un objectif qui a été fixé par la commission électorale indépendante. Ces guichets sont là, ces guichets seront ouverts sur une vingtaine de jours, espérant que le déclic va se créer au niveau des différentes formations politiques en mobilisant davantage leurs militants à venir, parce que c'est eux qui sont essentiellement concernés, mais que tous les citoyens également qui voudraient s'exprimer, qui voudraient participer à la vie politique de leur pays, puissent se décider à aller se faire inscrire sur la liste électorale. Il reste encore quelques jours, on observe, en espérant que le chiffre, les 4 500 000 personnes attendues seront atteints. Bien, Thomas Gessambi, 4,5 millions de personnes attendues sur la liste électorale en 2024. Que vous inspire ce chiffre? Bon, un chiffre qui viendra sans doute augmenter la taille du collège électoral du pays et qui montre que aussi la population s'accroît, que les choses augmentent. Nous sommes encore loin de ce chiffre. Bien entendu, mais ce que je veux dire, c'est qu'en la matière,
Ce qu'on demande au juge, qui est la CEI, c'est de non seulement présenter les règles en la matière, favoriser le respect de ces règles, et maintenant, ceux qui, à la limite, rouspètent, ceux qui se plaignent de ce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de s'inscrire les fois passées, qui pensent qu'il y a fraude sur les titres avec lesquels on devrait s'inscrire, je vais dire, ils ont là le temps, soit d'aller se faire enrôler, soit d'aller s'inscrire à nouveau, changer de lieu de vote, la CEI leur donne là l'occasion. Et nous serons tous témoins après la fermeture des bureaux de la CEI de ce que, entre ce que les gens disent et la réalité, qu'est-ce qui aura prévalu. Merci Thomas Guessambi. Merci à vous aussi, Eric Bayala. Merci, Sidi. Chers téléspectateurs, la Côte d'Ivoire se trouve aujourd'hui à un carrefour délicat entre défis économiques et enjeux politiques intenses, où chaque décision pourrait influencer le cours de son avenir, que ce soit pour rétablir sa position à l'international ou préserver la stabilité de ses institutions politiques. L'heure est à la réflexion et aux actions décisives. Nous espérons que les discussions aujourd'hui contribueront à enrichir le débat public et également à sensibiliser nos populations et téléspectateurs qui suivent cette émission sur les enjeux vitaux pour notre pays. Merci à vous d'avoir suivi Entre deux News. Rendez-vous demain à la même 20h15 sur Reflet TV. Portez-vous bien et bonsoir.